Si vous nous retrouvez à l'instant, sachez que vous avez fait le meilleur choix. C'est celui de regarder Info TV 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est celui d'être toujours connecté à partir de 10 heures, heure du Cameroun, pour suivre votre programme Espace Miné ce matin dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Nous nous interrogeons sur ce que l'on appelle vulgairement les business, les affaires. Comment reconnaître une affaire, un business qui va prospérer. Je passe d'abord la parole à l'un de nos experts, Joseph Zambo, comme d'habitude, pour planter le décor. D'accord, merci beaucoup pour la parole. Donc, pour la thématique portée sur comment reconnaître un business qui peut marcher, justement, nous avons essayé de réfléchir sur 3 points majeurs qui présentent cet aspect de choses. Il faut déjà connaître que pour qu'un business puisse fonctionner, il faut déjà qu'il résolve un problème très précis. Donc, il faut constater un problème et il faut apporter une solution. Si dans ton business, tu ne résous pas un problème précis, sois-en sûr qu'il y a un souci. Maintenant, et c'est ça qu'on parle de répondre à un besoin spécifique. Maintenant, au niveau du marché cible, donc il faut identifier et comprendre la clientèle. Oui, tu peux justement avoir un business qui répond à un besoin précis, mais si tu ne comprends pas les personnes qui doivent acheter ton produit ou ceux qui doivent acheter tes services, tu auras de très grosses difficultés à les comprendre et à mieux servir ton activité. Et la troisième chose, c'est au niveau de la viabilité économique. Il est important d'analyser les coûts, les marges et la rentabilité. Ton produit, est-ce que si je le vends à tel prix, ou mon service, si je le vends à tel prix, est-ce que ma cible est capable d'acheter? Donc, il est important d'analyser les coûts. Deuxième chose, il est important d'analyser les marges. Il y a des gens ici qu'on appelle les représentants, il y a ce qu'on appelle des revendeurs, il y a toi-même qui produis la chose. Il est important de pouvoir analyser tous ces scrades-là, et on parle parfois du marketing des réseaux. Il faut réellement l'étudier, et de l'autre côté, en dernière position, la rentabilité. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent pour rien. C'est-à-dire qu'ils travaillent pendant 10 ans et 10 ans plus tard, ils s'étonnent qu'au début, il avait 1 million et 10 ans plus tard, il n'a plus 25 francs. Pourtant, il a travaillé. Donc, il est important d'analyser sa rentabilité et d'être sûr que dans le business dont je me lance, je gagnerai quelque chose. Et c'est pourquoi, en gros, on démarre toujours par un business plan. Même s'il n'est pas forcément fait de la plus grande des manières, mais il est important de penser son affaire, essayer d'écrire un business model qui présente réellement toutes les parties importantes macroéconomiques et la partie financière de son affaire, et d'être sûr que quand je vais me lancer, je vais dans le bon chemin. Donc, pour un début, on peut d'abord se limiter là. Ibrahim, vous qui êtes également expert en la matière, nous vous passons également la parole au-delà de ce que Joseph a déjà eu à poser comme décor. Pour vous justement qui êtes expert, est-ce qu'il y a des choses qui sautent à l'œil nu lorsque vous voyez un business qui débute, des choses qui sautent à l'œil nu? Je voudrais vraiment que nous soyons terre à terre pour comprendre qu'ici, c'est programmé pour échouer. Ou alors, ici, c'est programmé pour réussir. D'accord, merci Parfait Aïchi pour la question. Comment reconnaître un business qui va prospérer? Parfait Aïchi, la prospérité d'une entreprise ou d'un projet est très liée à sa capacité d'impact. Il y a ce qu'on appelle la loi de l'impact. Quand je regarde ce qu'un entrepreneur fait, je me demande quelle est la portée et l'impact que ce qu'il propose va apporter dans la société. Si cet impact est réduit, parfois ici, elle a très peu de chances pour perdurer. D'abord, l'impact, c'est pour pouvoir implémenter la loi de l'impact dans une communauté, il faut simplement impacter plusieurs personnes. Parfois ici, même si vous n'êtes qu'un vendeur de bic, ça dépend de la mentalité avec laquelle vous vendez. Si vous êtes un vendeur de bic, ce bic qui nous coûte 100 francs là, je décide par exemple que je vais travailler sur une stratégie pour vendre 1 million de bics. Parfois ici, est-ce que vous réalisez que vous voulez mettre 100 millions dans votre poche en vendant un bic à 100 francs? Mais il y a deux façons de vendre le bic. Il y a le monsieur qui vend le bic qui est en face du lycée de Sami Fulane ici à côté, qui s'assoit à l'entrée du lycée et qui attend les enfants qui n'ont plus de bic ou à qui on a volé un bic pour dire bic 100 francs, 100 francs.
Il peut y avoir un deuxième qui se dit non, moi je vais créer un impact considérable avec ce que je propose, je vais aller voir les proviseurs, je vais leur dire écoutez, aujourd'hui il y a beaucoup d'établissements qui naissent de part et d'autre, il faudrait que vous investissiez un tout petit peu dans le marketing. Je vous propose de dire aux parents que vous allez leur offrir un stylo à tous leurs élèves. À chaque enfant inscrit, vous offrez un stylo. Ensuite, vous négociez avec le proviseur de telle sorte que, en réalité, il vous achète des bics en quantité intéressante. Et là, vous allez à la maison qui les produit, vous leur dites, est-ce que vous pouvez me vendre un bic à 40 francs? Parce que moi, je vais en prendre 10 000. 1 million. Une fois que vous l'avez vendu, vous l'avez négocié comme ça, vous revenez vers les proviseurs, vous avez gagné 100 millions en restant à la maison, en passant des coups de fil, en ayant quelques réunions avec les autorités. Ça, c'est la portée. Hein? Ça, c'est l'impact. Ça, c'est l'intelligence aussi. Hein? À un moment, la question n'est pas est-ce que ceci va marcher ou ceci va pas marcher. La première chose, c'est quel est au niveau de l'impact que ça va créer, qu'est-ce que tu veux gérer. Le premier, il y a 5 commandements qu'il faut respecter si tu veux te rassurer que ton projet ou ton business va prospérer. Le premier commandement qu'il faut respecter, on appelle ça le commandement du besoin. Parfois ici, que les entrepreneurs qui veulent faire les choses qui leur plaisent là, réfléchissent à 2 fois. On ne vous a jamais arrêté en route pour vous demander la question de savoir est-ce que tu penses que si je deviens entrepreneur, ça va te plaire. On s'en fout ce que tu penses. On s'en fout de la raison pour laquelle tu veux créer une entreprise. Ce qui intéresse les gens, c'est ce que ton entreprise peut faire pour eux. Ce qui intéresse les gens, c'est que tu viens résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas le fait que vraiment tu veux devenir entrepreneur, ta mère elle a le cancer, il te faut lever des fonds pour t'occuper de ta famille. Vraiment, il y a des raisons égoïstes que les entrepreneurs doivent oublier. On ne devient pas entrepreneur lorsqu'on veut prospérer pour dire qu'on est un PDG. Pour dire qu'on veut s'occuper des affaires de sa famille. On le devient pour apporter une solution, répondre à un besoin. Et les gens, ils ont des besoins. La dernière chose sur laquelle je vais m'arrêter, un deuxième commandement, parce qu'il y en a 5, et je ne veux pas être trop là, c'est le commandement à l'entrée. Qu'est-ce que ça stipule, Bafa, ici? Ça veut dire qu'en réalité, si les barrières à l'entrée d'un business sont faciles à lever, vous êtes dans un business qui est dangereux, qui ne va pas porter de façon continue. Je prends un exemple simple. Bafa, ici. Si avec 100 000 francs, ok, on peut lancer un business. Ça veut dire qu'en réalité, toute personne qui a 100 000 francs peut lancer ce business. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Je prends un exemple avec quelqu'un qui a un salon de coiffure. D'abord, il a une faible portée. Il ouvre son salon de coiffure, il a appris à coiffer. Et donc, le chômage était en train de frapper dans la société. Plusieurs personnes se disent aussi, je veux ouvrir mon salon. Il était dans un quartier où il y avait 1000 personnes. Il était le seul coiffeur du quartier. Maintenant, il y en a 10 qui sont arrivés. Et là, ils doivent se partager à 100 clients. Ça, c'est même dans la mesure où il est très bon. Donc, ce qui se passe lorsqu'il n'y a pas de barrière à l'entrée d'un business, que tout le monde peut entrer dans ce business assez facilement, à peine les 200 000, 300 000, ce qui se passe, c'est qu'à un moment, la circulation va commencer à être difficile. Parce que les gens vont entrer. Il y aura de l'embouteillage. Et quand il commence à y avoir de l'embouteillage, on accélère plus, on n'avance plus. On commence à avoir 1, 2, 3, 4 clients. Et c'est ce qui arrive aux entrepreneurs au Cameroun. Ouais. Parce qu'ils ne respectent pas le commandement de l'entrée. Il faut comprendre que plus c'est difficile à se lancer, mieux c'est pour toi. Parce que tout le monde ne peut pas entrer là-bas. Et donc la concurrence, elle est faible. Et donc les bénéfices, la marge bénéficiaire est toujours importante. Je vais d'abord m'arrêter là. Merci. Hein. Lorsque un expert a parlé, on a envie de dire seulement Amen. D'accord. Pierre Bluriot-Niamek, vous qui vous êtes essayé également à plusieurs reprises dans la gestion des entreprises, même dans la création des entreprises, au-delà de ce que nos experts ont eu à relever, quels sont les outils, mettez les guillemets à outils, qui amènent également un échec lorsqu'on met sur pied un business? Alors, parfois ici, j'aime écouter les bons experts. Quand je les écoute, cela me réjouit. Mais je leur dis, ils le savent. Le terrain aussi est bien. Le terrain. Tout à fait. Et vous allez découvrir des choses sur le terrain. Certaines ne sont pas dans les livres. Ouais. Un business qui va échouer donne déjà des signes dès le début qu'il va échouer. Ah bon? Oui. D'ailleurs, c'est l'entrepreneur lui-même. L'un des esprits à combattre, les business de famille. Ça veut dire quoi? Le business, c'est tu es dans l'entreprise parce que tu es membre de ma famille, parce que tu es mon enfant, parce que tu es... Les business de famille, pourquoi ça va échouer? Parce que la capacité de répression et de contrôle diminue. Beaucoup disent que c'est ma cousine qui gère la caisse. C'est dangereux. Mais c'est très dangereux.
Si c'est parce qu'elle est ta cousine, ou c'est ma fille même qui est à la caisse, il n'y a plus de s'il n'y a plus de contrôle. Un business qui ne travaille pas sur la base d'un contrôle. Un contrôle. Un business qui va échouer, quel que soit son capital. Et c'est exactement ça le troisième commandement. Voilà. Le commandement du contrôle. Ah bon, moi je ne savais pas que c'était chez vous là-bas. Donc s'il n'y a pas le contrôle à ici, même si c'est la simple boutique que vous avez, il faut faire les inventaires. Si vous voyez quelqu'un qui vend, il sort de l'argent, il ne fait pas d'inventaire. Vous pouvez déjà dire, que ce soit même un bar, que le bar s'il va fermer. Parce qu'à un moment donné, vous avez l'impression d'avoir un flux d'argent. Si vous avez un bar qui a une capacité, bon, un budget de 2 millions, il y a des bars comme ça. Un soir, les gens viennent là, ils boivent beaucoup, et vous avez l'impression que vous avez beaucoup vendu, ou alors vous avez beaucoup vendu. Mais est-ce que vous avez fait les inventaires pour savoir s'il n'y a pas eu de pertes? Si vous continuez de fonctionner seulement, vous vous rendez compte, vous avez un bar, les casiers diminuent, les bouteilles diminuent, vous avez l'impression que l'argent lui entre, parce que quand un client vient, il dit je vais revenir avec la bouteille. On dit oh, il n'habite pas loin. C'est le voisin. C'est le voisin. Une bouteille est partie. En fait, ça peut même être un voisin qui est en train de vouloir ouvrir un autre bar. Et Qui vend même les bouteilles. Qui vend même les bouteilles. Donc, le contrôle. Absence de contrôle, assurance d'échec. Deuxième chose, le manque de sérieux. Oui. Ou alors ce que j'appelle la malhonnêteté dans les affaires. Un entrepreneur qui ne donne pas aux gens ce qu'il leur a promis va échouer. Ah, ici, on s'est entendu, le monsieur a fait son travail, vous avez dit 300 000. Une fois le travail livré, c'est là que vous revenez sur les accords. Je peux te donner 150 000. Ces gens que vous croyez floués vont travailler dans le sens de vous faire échouer. La mauvaise campagne. Non, peut-être des produits qui viendront vous livrer la prochaine fois seront des produits viciés. Donc, si vous êtes malhonnête, vous-même, vous êtes déjà en train de travailler pour faire échouer votre business. Donc, si vous êtes un malhonnête, je vous ai dit, devenez féman. Ne dites pas que vous êtes entrepreneur. Vous prenez des gens, moi je fais dans l'agriculture, ils finissent de travailler, ils finissent de planter, et vous ne payez pas. Il y en a qui n'ont même pas besoin d'aller voir, je ne sais pas qui. Qui peuvent seulement dire un mot en quittant de là. Après, le champ ne donne rien. Et il maudit ton champ. Il maudit ton champ. Donc, oui, tu finis, tu vois les feuilles commencer à tomber. Donc, la malhonnêteté, l'absence de contrôle, moi, je mets ces deux éléments. Voilà les choses qui font tomber des business, entre autres. Samuel Mbonjok. Maintenant, les jeunes Camerounais, nous avons également l'impression, ce n'est qu'une impression, que certains se précipitent à mettre sur pied un business. Bon, je prends un exemple. Il a eu 1 million de francs quelque part. Je ne sais pas comment il les a eu, mais toujours est-il qu'il a en sa possession 1 million de francs. Il dit, bon, il me faut lancer une affaire. Il décide simplement d'ouvrir un bar. Aucune étude. Rien. Est-ce que ce gars n'est pas programmé pour échouer? C'est effectivement cela. Pour souscrire à tout ce que les précédents panélistes ont apporté et traité chacun dans son plan, il faut dire que nous avons eu le cas, et avec ce que vous êtes en train de dire, un flux vers l'entrepreneuriat. C'est devenu un slogan. On a créé un plan triennal spécial jeune de 102 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Depuis 2016, le triennal, on n'en sait plus grand-chose. Donc, vous allez commencer à faire un peu des sondages pour suivre ce qu'on a financé en 2016, ce qu'on a financé en 2017, que sont-ils devenus? Si vous faites un travail journalistique là-dessus, vous allez vous rendre compte que des gars ces gars sont dans la nature. D'autres avaient créé des salons de couture, des salons de coiffure, des restaurants et autres. Mais aujourd'hui, le bilan est presque négatif, 102 parce milliards. Parce qu'il n'y a pas eu une étude de marché. Parce qu'il n'y a pas eu d'étude de marché profonde, il n'y a même pas eu
des profils vraiment adéquats pour financer tel ou tel. Parfois c'était à tête chercheuse, parfois c'est parce qu'on est fils de tel ou bien on a telle couverture, telle classe. C'est malheureusement devenu un slogan aujourd'hui, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, on veut foutre tous les jeunes là-dedans sans avoir à savoir quels sont leurs quel est leur profil, quels sont leurs profils, quelles sont leurs prédispositions, quelles sont leurs capacités à pouvoir affronter le monde des affaires. Bon, je voulais prendre un autre pan en ajoutant à ce que les autres ont dit, l'environnement dans lequel on fait les affaires. Quand on est dans un environnement assez logiquement l'a relevé, hein, vraiment on est dans un climat des affaires assez artificiel. Je ne vais pas revenir sur les propos du président Tawamba, mais on n'est pas on est chez Cam aujourd'hui, voilà. J'étais encore dans l'ancienne époque. Le GECAM aujourd'hui, c'est un problème qui asphyxie, qui tue l'entrepreneuriat au Cameroun, l'environnement, le climat des affaires. Et quand on va à côté du climat des affaires, on va sur l'environnement. Quand vous avez un problème énergétique très criard au Cameroun, allez créer une poissonnerie à Nanga et Boko. Je sors de là. Malheureusement, j'ai fait près de 2 jours, 3 jours là-bas. Mais c'est le groupe électrogène que vous êtes obligé d'avoir pour faire tourner votre poissonnerie. À défaut de ça, vous aurez des poissons avariés, vous aurez des poissons pourris. Hein? Allez ouvrir un hôtel à Nanga et Boko ou bien en Banjok. Mais bon Dieu, vous allez faire tourner le groupe pendant toute la journée parce que 2, 3, 4 jours, il n'y a pas d'électricité. Et peut-être parce qu'il y a un client à l'hôtel. Voilà, parce qu'il y a un client à l'hôtel. Et peut-être il y a 2 clients, ça s'appelle parfois. Donc, vous voyez que l'environnement n'est pas... Moi, j'ai fait 3 jours là-bas pour produire un journal comme celui-ci. Parfois, ici, je ne sais pas s'il y a un directeur de publication qui vit à Nanga et Boko et qui peut produire ce type de produit. Hein? Parce que je ne peux pas avoir un téléphone qui fonctionne 24 heures. Il y a coupure de courant. Vous ne pouvez pas travailler. Je n'ai pas pu produire ce journal étant en Nanga et Boko, en Banjok, à Botmakak, hein, parce que les coupures sont... Donc, l'environnement fait en sorte que ça plombe l'entrepreneuriat. Tout ce que ces savants, ces experts ont pu développer. Lorsque vous arrivez à Yabassi ou à Yingi, ça finit. Mais ça finit, votre école s'arrête là. Votre école s'arrête là. Vous n'allez pas venir développer les théories quand vous êtes en Dokagnac, où il n'y a pas la route pour que vous allez vendre les produits à Yabassi ou bien à Douala. Ou alors quand vous êtes à Milombe, chez Titi Pierre là-bas, dans le nord Macombé, comment vous faites pour avoir un sac de ciment de Bafang sur la tête? Mais voilà, on porte des cercueils sur la tête. On traverse les rivières. Donc, vous connaissez un peu. Vous arrivez là-bas, les gens me racontent. Vous arrivez à marcher le goudron. Je dis que vous arrivez à un endroit et vous croisez une rivière. C'est là la route. Là, la route finit. Vous avez une dépouille, hein? Voilà. Et c'est là où vous commencez à porter le cercueil sur la tête. Je connais cette et vous traversez les rivières pour aller enterrer. Et on vous dit que le lieu d'enterrement est encore à 30 km. Un enterrement, on nous a dit poliment que l'enterrement se faisait dans la stricte intimité. Bon, 2 curieux ont dit que non. Ils étaient trop proches du monsieur parce qu'ils le voyaient dans les grands bureaux ici. Ils disent que non. Ils m'ont laissé là. Moi, je n'aime pas la curiosité. Ils me disent que non, nous on va voir comment la terre le fait. Comment. Ils ont marché 30 km dans la boue. Nous nous sommes rentrés. Ils étaient toujours là. Mais c'est vrai. D'accord. Je voulais dire, relever que l'environnement est vraiment hostile à l'émergence de l'entrepreneuriat. C'est pour ça que vous allez voir que tout le monde afflue vers les villes comme Douala et Yaoundé et on atteint la saturation, comme ce que l'expert venait de dire. 1000 personnes, 1000 jeunes se lancent dans le même secteur. Comment ça fait la même chose au même endroit? La même chose au même endroit. Hier, peut-être vous parlez de dépouille. Imaginez-vous que vous avez peut-être votre sac de sel ou sac de riz que vous devez aller vendre à Ndoto Kwakwak. Lorsque la voiture... Non, Ndoto Kwakwak. C'est le village du Cameroun que nous parcourons. Donc vous devez d'abord prendre la voiture. Le moment là, nous sommes dans le département du Nkam, dans l'arrondissement du Nord Macombé, chez ton ami Gaston Komba. Moi, on est dans son village là. Vous devez d'abord prendre la voiture pour arriver à Bafang, quitter Bafang pour aller en Konjok. Konjok, vous descendez à Sorok,
vous tapez 15 à 20 km dans la broussaille. Si vous avez le sel ou le cube que vous devez aller vendre là-bas, le coût de transport vous revient à combien? Vous allez vendre le cube à combien de personnes là-bas? Non, voilà donc les limites de l'intelligence que nos jeunes développent là. Et les chances donc pour le gouvernement, c'est de développer ces localités afin que les jeunes puissent avoir un environnement propice à se lancer dans l'entrepreneuriat au niveau local.